Ouais, bienvenue à tous pour ce webinaire qu'on organise dans le cadre de notre programme Adaptaville. Je m'appelle Marine Pinakos-Ravski, je travaille à l'Agence parisienne du climat, donc je suis chef de projet climat et adaptation. Vous présenter rapidement, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le programme, mais voilà, rappeler ce qu'on fait. Donc Adaptaville, qui est un programme qu'on a lancé à l'Agence parisienne du climat il y a 4 ans maintenant, bientôt 5. Sur la thématique de l'adaptation au changement climatique, avec l'objectif d'outiller tous les acteurs du territoire, qu'ils soient collectivités, mais aussi architectes, prescripteurs, bureaux d'études, propriétaires fonciers, aménageurs, vraiment tous les acteurs de l'adaptation, à travers notamment un programme événementiel. On organise des visites de sites qui permettent d'aller voir sur place des solutions qui ont fait leurs preuves, des webinaires comme aujourd'hui, des ateliers. On a également aussi nos rencontres annuelles qu'on organise une fois par an. Et on a sur notre site adaptaville.fr, on référence des solutions opérationnelles via des fiches solutions sur les principaux aléas qui touchent la métropole du Grand Paris. À chaque fois des solutions qui sont réplicables et adaptées pour la ville dense. On y précise les enjeux d'adaptation, des retours d'utilisateurs. On précise aussi le contexte de mise en œuvre, des informations sur les coûts, les prestataires qui peuvent les mettre en œuvre et des contacts. On a également sur notre plateforme désormais un onglet sur les aides financières locales que vous pouvez retrouver avec aussi une fiche par aide principale qu'on met à jour régulièrement. Et également des ressources pratiques avec des articles, mais aussi des guides. Vous en avez plusieurs à l'écran, notamment sur les solutions d'ombrage ou le choix des revêtements face au changement climatique. Et aujourd'hui, on va donc parler de retrait gonflement des argiles, qui est un sujet, on voit, qui monte de plus en plus, qui est déjà assez important. On a eu 540 arrêtés catastrophes naturelles sur la métropole du Grand Paris sur ces 30 dernières années. On va revenir un peu plus en détail aussi avec le premier intervenant, et qui représente aujourd'hui la deuxième cause d'indemnisation derrière les inondations. Et en ce moment, on a plusieurs initiatives, je pense notamment à l'initiative sécheresse, qui ont été lancées pour en savoir plus sur ce phénomène et surtout sur les solutions de prévention. Aujourd'hui, on voit qu'on a pas mal déjà de ressources et de préconisations sur la construction neuve, peut-être un peu moins sur le bâtiment existant. Alors, on sait que sur notre territoire, on a une bonne partie des bâtiments qui sont déjà construits. Donc, l'idée de ce webinaire, ce sera de mieux comprendre comment le RGA affecte le territoire et en particulier les bâtiments et les infrastructures. Essayer de montrer des solutions pour prévenir et limiter les dégâts, y compris pour les bâtiments existants. Euh, et ce webinaire sera aussi l'occasion pour vous de poser vos questions directement aux intervenants. Vous pourrez répondre en partie par écrit via l'onglet questions-réponses Q&R du webinaire que vous avez en bas. Donc, je vous invite à utiliser cet onglet. Et également, on aura des temps à la fin de chaque intervention, des temps aussi à l'oral pour pouvoir échanger sur la base de vos questions. Donc le déroulé, maintenant que cette introduction est terminée, je passe la parole juste après à Ludovic Fêtre de l'Institut Paris Région. Je vous laisserai vous présenter aussi les autres intervenants à chaque fois, vous prendrez la parole rapidement. Ensuite, je passerai la parole à Anne Bergère de CBA Expert pour la compréhension du phénomène du retrait gonflement des argiles. Et enfin, pour parler des solutions, je passerai la parole à Lamine Niki-Lameur du CRMA. Et du coup, on commence par vous, Ludovic. Donc, je vais vous présenter et partager votre écran. Merci de l'invitation. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Ludovic Fêtre. Je travaille à l'Institut Paris Région, département environnement, et je suis responsable des études risques et aménagement au sein de l'Institut, donc avec les approches. On travaille sur tous les risques. Évidemment, l'inondation depuis très longtemps, des risques souterrains, en tout cas sur une approche multi-risque qui vise à composer avec le risque dans l'aménagement du territoire et avec une vision, en tout cas un positionnement très fort sur la question des enjeux et de la vulnérabilité des territoires. Donc voilà, très rapidement pour notre positionnement. Donc sur la question du retrait-gonflement, alors je pense que tout le monde connaît ce phénomène puisque qui commence à être très connu, qui pose beaucoup de questions. Pour mémoire, c'est juste un enjeu lié à des différentiels, à des phénomènes géologiques et climatiques, avec, je dirais, sur certains sols qui comportent notamment des taux d'argile relativement importants, mais je pense que d'autres personnes peut-être l'évoqueront un petit peu plus sur ces aspects géologiques, sous l'effet de sécheresse, de canicule, de périodes pluviométriques plus ou moins intenses,
font un peu un effet d'éponge, donc qui se gonflent, qui se rétractent et qui peuvent avoir des conséquences finalement sur le bâti. Rappeler que c'est aujourd'hui finalement le principal risque naturel, en tout cas dans les plus grandes catastrophes, dans les événements les plus dommageables depuis maintenant qu'existe le régime CatNat, les phénomènes de retrait-gonflement prennent une part tout à fait importante, se trouvent vraiment dans les tout premiers rangs, avec effectivement, c'est ce que je disais à l'instant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, 2 années records, notamment en 2018 et 2022, qui ont occasionné pour plusieurs milliards d'euros de dommages et qui interrogent de plus en plus les pouvoirs publics finalement sur ce phénomène qui est un phénomène lent, qui ne touche pas directement à la sécurité des personnes, mais qui entraîne des dommages aux biens très importants. En Île-de-France, c'est effectivement aussi le premier risque aujourd'hui. Alors ça, c'est l'analyse finalement des assurances, de la Caisse centrale de réassurance. C'est le premier risque naturel en termes de dommages, de remboursement, en tout cas de dommages assurés, puisqu'on est sur cette période 1995-2019 à plus de 71 millions d'euros en moyenne par an. C'est 60% des dommages assurés. Donc, même devant les inondations, en nuançant juste un tout petit peu, c'est-à-dire que l'Île-de-France n'a pas connu de très grandes inondations depuis plusieurs années, même 2016, 2019 n'étaient pas des inondations majeures, c'était des inondations importantes mais pas majeures. Et on sait effectivement que si l'Île-de-France devait être touchée par un événement majeur, inondation de la Seine ou de la Marne, les chiffres seraient extrêmement élevés, tout à fait considérables, mais on n'est pas dans cette temporalité-là. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est en moyenne, donc, sur les 20 dernières années, 71 millions d'euros par an de coûts de dommages. C'est des dommages qui concernent finalement une construction sinistrée type. C'est-à-dire que ça touche pas. Ça, là aussi, c'est le retour un petit peu d'expérience du milieu des assurances. Ça touche essentiellement les maisons individuelles qui sont touchées. Alors, il peut y avoir aujourd'hui des bâtiments un petit peu différents qui peuvent être impactés, mais la très, très, très grande majorité, finalement, des maisons sinistrées, c'est de la maison individuelle. Et encore, si on va un peu plus loin, c'est souvent des maisons individuelles de plein pied. Donc, qui renvoient finalement, on y reviendra, ou peut-être que d'autres intervenants et reviendront dessus, sur des questions de fondation, sur une façon de construire, mais ça fait partie aujourd'hui vraiment des maisons sinistrées types. C'est pour ça qu'on en parle régulièrement. Et l'affichage qu'on a fait, par exemple, récemment par le ministère encore de l'Environnement, de la DGPR, la Direction générale de la prévention des risques, mettent vraiment l'accent sur cette question de la maison individuelle. Constat aussi, c'est plusieurs dizaines de milliers de maisons qui ont été sinistrées en Île-de-France depuis 1995. Vous verrez à travers les arrêtés CatNat. Ça concerne beaucoup, beaucoup de territoires. Et c'est surtout des dommages qui coûtent aujourd'hui des coûts d'indemnisation, en tout cas extrêmement élevés, puisque en moyenne, à l'échelle de la région Île-de-France, pour des sinistres supérieurs à 1 000 euros, on avoisine les 50 000 euros de dommages par sinistre. Donc, c'est tout à fait considérable. C'est bien plus que d'autres types de phénomènes. Je pense notamment aux inondations. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait important en termes de coûts économiques. Alors, puisque je dois amener quelques éléments finalement de diagnostic sur ce phénomène, en tout cas sur l'exposition du territoire francilien, premier indicateur peut-être, c'est celui des arrêtés CatNat. Vous l'avez rappelé un instant, il y en a un peu plus de 2700 arrêtés CatNat à l'échelle de la région Île-de-France. Depuis 1990. Les arrêtés CatNat débutent au début des années 1980, mais le retrait-gonflement a été introduit dans ce régime à partir de 1989. Et il concerne effectivement, c'est la carte que vous avez sur le côté, un peu plus de 53% des communes franciliennes, 680 communes. Donc, avec effectivement sur la MGP, c'était pas 540 parce qu'on a légèrement rectifié nos chiffres sur la MGP, mais c'est 524 arrêtés à l'échelle du territoire métropolitain de la métropole. Donc, qui touche, et vous avez le chiffre ici, un peu plus de 2 tiers des communes de la MGP. C'est des événements, en tout cas, certaines communes sont très concernées puisqu'on a 35 communes à l'échelle de la région de France qui ont été reconnues à plus de 10 reprises sur ces phénomènes d'arrêté CatNat. C'est 10 communes sur le territoire de la MGP. Et c'est surtout une très forte concentration, une très forte évolution sur la période récente. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est 1 tiers des arrêtés qui sont enregistrés, qui ont été enregistrés depuis 2018 en Île-de-France. Donc, c'est un peu le reflet, effectivement, des événements qu'on a subis 2018 et encore plus peut-être 2022 à l'échelle de la région. J'ai fait aussi un petit graphique dessous pour rappeler que ces événements CatNat
À la différence peut-être des inondations, en général, l'arrêté CatNat suit très rapidement le phénomène pluviométrique ou le phénomène inondation. On est souvent sur des décalages dans les années, c'est-à-dire que les périodes d'enregistrement qui permettent finalement de calibrer et de donner cet arrêté CatNat, c'est souvent des périodes de plusieurs mois, voire une année. Donc, on a souvent un décalage entre l'événement en tant que tel, que la période de canicule qui a pu être à l'origine de l'événement, et l'arrêté CatNat. Donc, c'est un petit peu le sens du petit schéma à côté, c'est-à-dire que vous avez une barre très importante en 2017 et 2021, avec des décalages finalement dans les années. Autrement. Peut-être, j'en D'accord. profite le temps que vous essayez de régler le problème pour poser une question auquel je pense que les sous-traitants peuvent aussi répondre, qu'on a dans le roulet QR, avec une personne qui nous dit qu'il y a aussi des sinistres en logement collectif. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe? Parce qu'on parle toujours des maisons individuelles, mais dans quelle mesure aussi le logement collectif est-il aussi touché? Peut-être Anne ou Lamine, si vous avez une réponse à apporter. Ouais, je pourrais peut-être en parler un petit peu plus tard. En fait, l'argile réagit avec une pression. Et cette pression, si elle est plus forte que le poids de la maison, bah, ça soulève la maison. Ça soulève ou après on a un tassement. Mais dès qu'on a une maison qui fait autour de R+2, c'est-à-dire un étage ou deux étages, le poids de la maison est plus fort que la pression de l'argile. Et du coup, le gonflement ou le retrait de l'argile a beaucoup moins d'impact sur le pavillon. Enfin, le pavillon ou l'immeuble. Donc c'est lié surtout au poids de la maison. Donc, j'aborde la partie, donc comprendre le phénomène, qu'est-ce qu'une argile, les causes et les conséquences. Donc, une argile, on est sur un phénomène géotechnique, hein. Donc, une argile, c'est un sol fin, donc ça veut dire des particules relativement fines. Et c'est un sol qui est particulier parce qu'il est composé de feuillets et de feuillets de minéraux. Donc, il y a des silicates, des aluminates et puis d'autres ions. Et c'est des feuillets qui sont, donc on les représente souvent dans la littérature, voilà, des feuillets un petit peu horizontaux, mais les feuillets sont dans toutes les directions, ils ont différentes tailles. Et plus les feuillets sont grands et plus l'espace entre feuillets est grand, et plus l'argile a une capacité à absorber l'eau. Donc on est sur un phénomène où on a une composition du sol avec des feuillets de minéraux et une capacité à absorber l'eau. Donc, c'est des sols qui contiennent de l'eau, de toute façon, qu'il y ait une présence de nappe ou pas de nappe, il y a de l'eau dans l'argile, même par capillarité, l'argile a toujours une composition un petit peu avec de l'eau. Donc, dans les argiles, il y a différents types d'argiles. Il y a les argiles plutôt kaolinites, qui sont très peu réactives avec le retrait-gonflement. Il y a les zylites et puis les smectites. Alors, les smectites, c'est des argiles qui sont plutôt réactives. C'est une argile que vous devez connaître puisque c'est ce qu'on met dans le smecta, dans le médicament qu'on prend pour l'estomac. Donc, c'est de l'asmectite. Voilà. Et l'aspectite, justement, bah, c'est par rapport aux autres argiles, là, c'est celle qui a des feuillets les plus grands et puis l'espace entre feuillets les plus importants et surtout avec des directions de feuillets dans tous les sens. Et donc, elle a une capacité à absorber l'eau qui est beaucoup plus importante que les autres argiles. Donc, on parle souvent de argile retrait-gonflement, donc RGA. On ne parle pas de marne. D'un point de vue géotechnique, dans les marnes, on a des argiles. Et ces argiles dans les marnes, là, c'est des argiles aussi qui. Donc, dans les marnes, c'est des argiles et du calcaire. La partie argileuse réagit aussi. Et ça, on n'en parle quasiment jamais. Il y a juste que cette partie argileuse, elle réagit, mais elle est coincée par les liaisons calcaires. Et ces liaisons calcaires sont potentiellement fragiles et elles peuvent casser. Et si elles cassent, ben, on se retrouve avec l'argile qui réagit. Et donc, on a des marnes, et d'ailleurs, dans le bassin parisien, c'est des marnes supragypseuses qu'on retrouve, bon, elles sont peut-être un petit peu en profondeur, mais on les retrouve sous les argiles vertes de Romainville. C'est des argiles qui sont très réactives avec un fort potentiel de gonflement, donc qui sont très dommageables pour les pavillons, mais on les appelle marnes parce qu'elles contiennent du calcaire. Donc, voilà. C'est pas pris en compte dans les cartes RGA, mais il faut le savoir, il y a quelques marnes qui sont réactives. Sur des exemples d'argile, donc je vous ai parlé de trois types d'argile, mais elles ont chacune leur couleur, leur composition avec leurs minéraux, hein. Les argiles grises, les argiles brunes, vertes. Donc les vertes, c'est souvent celles de Romainville qu'on retrouve à Paris. Donc tout l'est de Paris, c'est les argiles de Romainville. C'est les argiles qui font énormément de dégâts.
Donc, le retrait-gonflement, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, retrait-gonflement, c'est en abréviation, c'est ce qu'on appelle le RGA. C'est un phénomène géotechnique qui est lié à la variation de la teneur en eau des sols argileux. Et le point vraiment important, et pour comprendre le phénomène et la façon dont on va devoir réparer les choses, c'est vraiment la teneur en eau qu'on a dans l'argile. Donc, les argiles ont une particularité de posséder une plasticité naturelle et elles ont une structure minérale qui engendre une modification du volume et de la consistance en fonction de la teneur en eau. Donc, on peut très bien avoir une argile un peu pâte à modeler, une argile plutôt sèche et une argile, enfin d'ailleurs dure, et puis une argile presque liquide, hein, en fonction de la teneur en eau de l'argile. Donc le retrait-gonflement de l'argile désigne le mouvement du sol lorsqu'il est confronté à des états hydriques différents. État hydrique, c'est la quantité d'eau qu'on va mettre dans l'argile. Donc lorsque le sol ou lorsque l'argile est sèche, pardon, elle se rétracte et elle devient dure et cassante. Elle peut être même très très dure, mais fragile. Et lorsque le sol se réhydrate, l'argile devient plastique et elle gonfle. Donc ce phénomène de retrait-gonflement des argiles, c'est un phénomène qui est amplifié aujourd'hui avec les épisodes climatiques extrêmes, puis avec la présence d'argiles qui sont sensibles, donc comme la smectite, hein, j'en parlais. Toutes les argiles ne réagissent pas. Donc il faut savoir reconnaître les argiles qui réagissent et celles qui ne réagissent pas. En ordre de grandeur, une variation de volume de l'argile, ça peut aller à plus ou moins 10%. C'est-à-dire que si vous avez 2 mètres d'argile, c'est pas les 2 mètres qui vont réagir, ça va être la partie qui va être en surface qui va réagir. Et sur l'échelle d'une année, on va avoir peut-être 50 centimètres, 1 mètre qui va réagir, pas forcément toute l'épaisseur. Mais vous prenez 2 mètres d'argile, si les 2 mètres réagissent, ça veut dire qu'on a plus ou moins 20 centimètres au niveau du volume, la modification de volume qu'on peut avoir sur la couche d'argile. Donc ça peut être énorme. Donc ça, c'est en volume. Et en pression, ce que je disais tout à l'heure, on a des pressions de gonflement qui peuvent être extrêmement fortes dans ces argiles, dont les argiles de Romainville, les argiles vertes. On a des pressions qui soulèvent des maisons sans problème. Donc des maisons R+1, R+2. R+2, ça devient la limite. Et au-delà, on a rarement de problèmes. Alors, on a rarement de problèmes de soulèvement liés au poids du bâtiment. Mais si jamais ce bâtiment R+2 ou un peu plus a des fondations superficielles euh, peu profondes et qu'on a quand même un retrait d'argile, on peut quand même avoir des désordres. Donc c'est un petit peu au cas par cas quand même. Il n'y a pas une règle générale pour dire il y a un impact ou pas. Alors pour les maisons individuelles, comment le mouvement de l'eau dans l'argile, là, donc on peut avoir un mouvement qui est lié à la présence de nappes, hein, forcément. On peut avoir un mouvement qui est lié. Alors ici, on a l'évapotranspiration, c'est la transpiration des arbres. Les arbres qui ont besoin d'eau en été, donc ils vont aller chercher l'eau dans le sol et ils vont aller pomper l'eau dans l'argile. Et un arbre, ça peut aller pomper jusqu'à plusieurs mètres, même enfin, quelques dizaines de mètres pour certains arbres comme les peupliers, les chênes, qui sont extrêmement dommageables. Donc ici, c'est que des mouvements d'eau naturels, mais je ne parle pas des canalisations, des fuites de canalisation et des choses comme ça. Donc forcément, c'est très dommageable pour le pavillon. Donc comment on va caractériser un site? Donc on va faire une recherche documentaire, hein. On regarde le site au niveau de la carte topo et on a tout un contexte à regarder. Donc les PPR, prévention des risques, hein. On regarde la carte géologique pour savoir si on peut avoir des argiles, donc les argiles en surface. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les argiles en surface ou les marnes, et puis ensuite des argiles qui peuvent être à 1 ou 2 mètres de profondeur, parce que on va construire une maison avec une profondeur de fondation qui atteint 1 ou 2 mètres. Donc l'argile, elle n'est peut-être pas en surface, elle n'est peut-être pas répertoriée à chaque fois sur la carte, mais si l'argile est à 1 ou 2 mètres de profondeur, c'est quand même une situation à regarder pour la suite. Donc on va regarder la topographie, on va regarder, alors les voisins, c'est plus savoir comment ils sont fondés et savoir si les voisins ont des sinistres ou pas, par exemple. On fait une visite de terrain et on va surtout regarder si on est avec des sols fins, la présence d'eau, l'environnement, et on va lancer des investigations pour identifier le sol. On regarde forcément, avant de construire une maison, là, on va regarder la carte argile. Donc, c'est une carte qui définit ces zones
en classe, c'est un aléa du risque, un aléa, pardon, faible, moyen ou fort. Et donc, quand on est sur une zone avec un aléa moyen et fort, on a des investigations spécifiques à faire. J'en parlerai plus tard. Donc, les investigations, bah, c'est regarder dans le sol la consistance, la résistance. Donc, enfin, je ne vais pas parler de tous les termes géotechniques très spécifiques, mais l'objectif, c'est d'identifier la présence d'argile, donc le sol fin, la présence d'eau surtout, savoir si on a une nappe, si on a un niveau de nappe qui est variable ou pas. Et puis sur l'argile, ben, essayer d'identifier son épaisseur, son hétérogénéité, sa résistance. Si on est sur du bâti existant, on va essayer de reconnaître les fondations, la base des fondations par exemple. Et ensuite, on prend des échantillons du sol, donc de l'argile, puis on va essayer de définir quel type d'argile on a. Et en fonction du type d'argile, on peut savoir si c'est des argiles réactives ou pas, comme la smectite. Donc, l'identification du sol, ça va nous permettre de connaître la sensibilité au retrait-gonflement de l'argile. Et ensuite, on peut faire des essais spécifiques en laboratoire pour connaître la pression de gonflement. C'est-à-dire, ça va nous donner une idée de la pression et de l'amplitude du mouvement que la couche peut avoir quand on a un apport d'eau ou un retrait d'eau dans la couche. Donc ici, on a des critères, donc ça, c'est des paramètres de caractérisation de l'argile, hein. Le WL, c'est la teneur en eau, le IP, c'est l'indice de plasticité. Donc tout ça, c'est des indices qui nous permettent de caractériser l'argile. Et en fonction de ces paramètres, plus ils sont forts et plus on va avoir une sensibilité assez forte de l'argile à l'eau. Et en fonction de l'épaisseur de l'argile, on identifie plus ou moins si on a, alors c'est pas tout à fait un terrain sensible, c'est mais plutôt une argile sensible à l'eau ou une argile qui est donc sensible ou peu sensible en jaune. Et puis sur des paramètres assez forts et des épaisseurs importantes, on va avoir des argiles qui vont être très sensibles. Donc les facteurs qui déclenchent, ce qu'il faut retenir, c'est la variation hydrique de l'argile. Donc la variation hydrique, c'est la quantité d'eau, hein. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. J'ai mis le premier point en rouge, donc à regarder, c'est les fuites de canalisation. C'est pas forcément géotechnique, mais une fuite de canalisation, forcément, ça apporte de l'eau au niveau des fondations. Ça apporte de l'eau dans l'argile, donc c'est extrêmement préjudiciable. Et le problème des canalisations, je reviendrai un petit peu plus tard, c'est pas forcément garanti par les assurances. Donc, si vous avez des désordres qui sont liés à une fuite de canalisation, même si vous êtes sur les argiles et qu'il y a eu une sécheresse, il n'y a peut-être pas forcément de garantie derrière. Donc, il faut le savoir, c'est pour ça que je le mets en rouge. Ensuite, il y a le phénomène climatique, forcément, avec des successions de périodes de sécheresse et de pluies importantes. Donc, ça, c'est un des facteurs principaux qui déclenchent le RGA. Et ensuite, le phénomène qui est amplifié par le changement climatique. Donc aujourd'hui, on a des sécheresses qui sont de plus en plus longues. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le sol reste sec plus longtemps et donc ce qu'on appelle la profondeur de dessiccation, c'est-à-dire la profondeur où l'argile va changer d'état, va être de plus en plus profonde. Donc il y a quelques années en arrière, on préconisait des fondations à 80 cm de profondeur au minimum dans les argiles. Aujourd'hui, on est à 1,50 m et on se rend compte qu'il va falloir passer à 1,80 m dans pas longtemps. Et aujourd'hui, 1,50 m, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est le phénomène des sécheresses qui sont de plus en plus fortes. Et ensuite, un autre facteur qui déclenche, c'est les travaux d'aménagement. Donc dès qu'on fait une terrasse, qu'est-ce qui se passe? On va imperméabiliser un côté d'une maison. C'est-à-dire qu'on va avoir tout le tour les trois quarts du tour de la maison qui vont s'assécher l'été. Et au niveau de la terrasse, par contre, ben, l'argile va rester humide. Et on va avoir un différentiel qui va se créer, un différentiel qui n'existait pas avant. Donc la construction d'une terrasse, d'une véranda ou d'un agrandissement à côté d'une maison qui avait trouvé son équilibre, ça peut être très préjudiciable. Et ensuite, alors, la plantation, mais la végétation existante, c'est forcément c'est très préjudiciable également parce que un arbre, ça boit de l'eau et enfin, je me rends compte de plus en plus en fonction des expertises, les arbres, c'est extrêmement préjudiciable, c'est une catastrophe. Enfin, on ne dirait pas comme ça quand on se dit, voilà, c'est un arbre, c'est un petit arbre, mais le petit arbre grandit et vraiment, ça fait des belles fissures sur les maisons. Donc, les conséquences.
Je reprends l'image qui était présentée par Ludovic, c'est une image qu'on retrouve un petit peu partout, hein. Donc on construit un pavillon, on est sur un terrain argileux, l'été, l'argile est en retrait, donc on a des tassements. Si le tassement est homogène sur tout le pavillon, ben, tant mieux. Il y a juste que entre le pavillon et la canalisation qui, elle, va pas tasser de la même façon, on va sûrement avoir euh, une défaillance, hein, donc qui va créer une fuite et donc forcément des désordres. Mais bon, si on a un tassement absolu, on n'a pas trop de désordre. Si on a un tassement différentiel en fonction de la maison qui n'est pas forcément régulière dans sa construction, on a tout de suite des désordres qui apparaissent sur la maison. Ces désordres, ben, ils sont amplifiés ensuite dès qu'on va avoir le gonflement, donc plutôt l'hiver. Donc on a un phénomène annuel, été, hiver, été, hiver. Tant que ça reste des petits désordres et que la structure reste dans un état élastique, ça peut ne pas rester, ça peut ne pas être très grave. À partir du moment où on arrive sur un état cyclique avec une plasticité dans les fissures, alors, dès qu'on a une fissure, forcément on est dans un état plastique, mais il y a des structures qui encaissent mieux que d'autres. Mais on peut avoir une dégradation. Alors, c'est tous les ans ou à chaque sécheresse, on a une dégradation de plus en plus forte de la structure. Donc, les fissures, les conséquences, ça se traduit par des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs. Donc, souvent dans les coins du pavillon. Alors, pourquoi les coins? Parce que c'est des zones plutôt fragiles et qui sont entre l'état où le sol est protégé euh, de l'évaporation et puis à l'extérieur, la zone où l'argile n'est pas protégée. On a souvent des désordres au niveau des descentes d'eau parce que c'est des zones où on a un dépoitement des canalisations, hein. Et puis au niveau des ouvertures, donc les portes et les fenêtres, parce que ça constitue des zones fragiles dans la structure. On a des affaissements des dalles, on a des instabilités des fondations, endommagement des canalisations. Donc, ça se traduit ben voilà, souvent par des fissures en diagonale. Donc une fissure en diagonale, ça sous-entend quoi? Quand je vois une diagonale dans ce sens-là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non, vous ne voyez peut-être pas ma souris. On la Euh, voit. ça- on a on va dire, on a un tassement qui est perpendiculaire à la fissure, en fait. Et alors là, j'ai mis deux photos qui sont où on a une fissure diagonale et puis on a un réseau d'eau qui descend. Et c'est classique. La première chose qu'on fait quand on est dans ce cas-là, c'est faire une inspection des réseaux pour voir si on n'a pas une fuite des canalisations. Ben, du coup, voilà, ça fait partie de l'origine du désordre. Alors, le problème, c'est qu'on n'arrive pas du tout à savoir si c'est le mouvement du sol qui a cassé la canalisation ou si c'est la canalisation qui a cassé et qui a créé le désordre. Mais vous pouvez être sûr que pour un expert d'assurance, comme moi, ce qu'il va chercher en premier, c'est une cause extérieure pour éviter les garanties. Donc, si les canalisations ne sont pas en bon état, forcément, ça ne va pas être garanti par l'assurance. C'est quelque chose à retenir. Donc, au niveau des canalisations, il faut vraiment faire une maintenance et vérifier régulièrement l'état des canalisations des pavillons. Donc là, on a d'autres types de fissures, hein. Donc les fissures en escalier. En escalier, ça veut dire tassement différentiel sur le pavillon, pardon. Des décrochements, là, des dallages à l'intérieur des pavillons. On peut avoir des décrochements quand on a des pavillons qui ont d'un côté un rez-de-chaussée, de l'autre côté un étage. Bon, voilà, on a des décrochements parce qu'on n'apporte pas le même poids sur le sol. Donc, on a forcément un mouvement qui n'est pas le même sur les deux structures. Et grosso modo, ça se traduit comme ça. Donc, quand on a une structure, l'intérieur de la structure, elle protège d'un point de vue hydrique le sol. Et donc, on a une teneur en eau dans le sol qui est protégée l'été et l'hiver. Et par contre, dès qu'on est en périphérie, ben forcément, on se retrouve avec un assèchement. Donc, on a des tassements différentiels. Ce qui est important, c'est de protéger le tour de la maison, par exemple. Et ça permet de protéger l'évaporation ou en tout cas la modification hydrique dans le sol au niveau du pavillon. Donc là, par exemple, sur un pavillon, ce que j'ai en haut à gauche, là, j'ai une terrasse d'un côté et de l'autre côté, j'ai pas de terrasse. Ben forcément, j'ai une modification hydrique beaucoup plus importante sur la gauche, pas sur la droite, et donc j'ai un tassement différentiel qui va se faire à gauche. Là, sur la figure de droite, je vais avoir un arbre, l'arbre pompe l'eau l'été, donc on va avoir des fissures qui vont être plutôt du côté de l'arbre. Et on peut aussi avoir des fissures donc liées aux ouvertures qui sont plus fragiles, avec un tassement qui peut se faire au centre du pavillon.
On a dans quelques cas, alors j'ai des sinistres, ça s'appelle des sinistres de deuxième génération. Alors deuxième, troisième, quatrième, c'est parce qu'on a mal identifié l'origine du sinistre, on n'a pas renforcé correctement. Donc ici, je suis sur un pavillon qui est déjà sur des micropieux, donc qui a déjà été renforcé une fois, et le sinistre continue. Par contre, il continue, donc on a des fissures, mais là, on a des fissures qui se sont... Alors, c'est des fissures horizontales, ça veut dire que le pavillon, il s'écarte comme ça. Et pourquoi il s'écarte? En fait, le chêne qui était présent à côté déjà initialement n'a jamais été retiré. Donc le chêne, il continue à pomper et même avec les micropieux, donc des micropieux qui sont qui renforcent très bien verticalement au niveau du sol, ça résiste très peu en horizontal. Et donc comme l'argile, je vous avais dit, c'est des feuillets dans tous les sens, hein. On a un mouvement vertical, c'est ce qu'on voit classiquement, mais on a aussi un mouvement, enfin dans toutes les directions du coup. Et là, ce qu'on voit, c'est que verticalement, le pavillon, il est bien tenu, mais en fait, on voit que le sol, il bouge horizontalement à cause de l'arbre. Donc on se retrouve avec des fissures comme ça. Donc des fissures horizontales avec un déplacement, des fissures verticales avec un déplacement horizontal. Pardon. Ici, on est sur un entrepôt relativement important. On a des fissures en diagonale. Et quand on regarde de près au niveau des parpaings, on a donc tout ce qui est le déplacement, on voit qu'il est surtout horizontal, enfin plus important en horizontal, parce qu'on a des ouvertures ici entre parpaings qui est plus importante entre les parpaings, donc les ouvertures verticales plutôt qu'horizontales. Et en fait, juste derrière là, le mur, on a une chaîne, ligne de peupliers, donc du coup, qui ont dû être coupées parce que ça générait beaucoup trop de désordre sur l'entrepôt. Et sur les bâtis anciens, donc il y a des bâtis qui ont été construits qui pendant des années n'ont pas présenté de désordre et qui aujourd'hui se fissurent. Donc c'est des bâtis anciens qui, alors souvent c'est des bâtis, alors il y en a qui sont relativement souples et qui encaissent quand même des déformations. Et puis c'est des bâtis qui sont souvent carrés ou rectangles avec une structure relativement régulière et qui apportent une charge assez régulière sur le sol et donc ça crée peu de désordre, même si l'argile bouge. Le pavillon, lui, il encaisse très bien ce qui se passe. Mais alors, ces bâtis anciens, donc, ils peuvent quand même présenter des désordres aujourd'hui. Donc, pourquoi? C'est les sécheresses de plus en plus fortes, hein, je vous en ai parlé. La profondeur de dessiccation augmente. Donc, des bâtiments qui étaient fondés à 1,50 m aujourd'hui, demain, on n'est pas sûr que ça puisse suffire. Ensuite, on peut avoir des travaux à proximité immédiate du bâtiment, hein, donc les vérandas, les extensions, l'avoisinant, tout ce qui est végétation, voilà, quelque chose qui arrive aujourd'hui, ça peut créer des fissures sur le pavillon parce qu'il est posé sur les argiles. Alors, j'ai aussi parlé du pose de robinet parce que ça fait partie d'une des expertises qu'on a eues. C'est quelqu'un qui nettoyait sa voiture l'été quasiment tous les jours dans le même coin de la maison et donc forcément, il avait un apport d'eau dans le sol. Exactement au même endroit quasiment tous les jours l'été. Et donc l'argile séchait tout autour de la maison, sauf là où il arrosait sa voiture. Et donc forcément, un apport d'eau régulier l'été à un endroit de façon irrégulière par rapport au reste de la maison, ça crée des tassements différentiels et donc des fissures. Et donc que faire en cas de sinistre? Alors surtout pour éviter le sinistre, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la loi Elan, donc c'est une loi de 2018, avec les décrets d'application, la réalisation d'une étude géotechnique selon la norme NFP 94-500 devient obligatoire. Donc la norme 94-500, c'est une norme géotechnique sur les enchaînements des missions géotechniques et ça définit exactement ce qu'on doit faire comme type d'investigation et d'étude en cas de construction. Donc pour les ventes et les constructions des maisons individuelles situées dans les zones aléas moyens et forts, cette étude géotechnique est obligatoire et elle est de type mission G1, c'est-à-dire une phase de conception de projet, et on a aussi la mission G2 en phase projet. Donc le décret d'application, c'est 2019 qui est relatif à la prévention des risques. On a un arrêté en 2020 qui définit les zones exposées au retrait-gonflement des argiles. On a le contenu des études géotechniques qui est défini et puis les techniques particulières de construction qu'on doit respecter. Et ensuite, un décret de 2024 sur les conditions d'indemnisation et des conséquences, hein. Donc, c'est un décret qui est arrivé il n'y a pas longtemps pour aider les particuliers à être indemnisés beaucoup plus rapidement qu'avant. Et donc, quand on a un sinistre,
dans le cadre de première fissure, il faut faire une déclaration de dommages à son assurance multirisque habitation, donc ça, sa propre assurance. Et ensuite, il faut aller à la mairie aussi pour définir le fait qu'il y a eu un sinistre. Et ça, c'est pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation CatNat. Donc le régime CatNat, c'est catastrophe naturelle. C'est un système assurantiel géré par les caisses centrales de réassurance, la CCR. Et elle permet aux particuliers et aux entreprises, collectivités, d'être indemnisés en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle. Et pour obtenir une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, les communes doivent disposer des demandes auprès du préfet du département dans un délai de 24 mois après la survenue du phénomène. C'est ce que disait tout à l'heure Ludovic, c'est quand on a une sécheresse, la déclaration, enfin la reconnaissance de l'état de sécheresse peut se faire 1 à 2 ans après. Donc il faut être extrêmement patient à partir du moment où on commence à rentrer dans ce système de déclaration de sinistre, c'est extrêmement long. Donc la demande est ensuite instruite par les services compétents, puis transmise au ministère de l'Intérieur. Et en cas de déclaration d'état de catastrophe naturelle sur la commune, un arrêté interministériel est publié au journal officiel. Donc ça peut prendre 1 ou 2 ans. Donc attention, le retrait gonflement des argiles n'est indemnisé par le régime CatNat que si un arrêté officiel est publié. C'est-à-dire qu'il faut, alors j'en parle tout à l'heure, toutes les sécheresses ne donnent pas lieu à une reconnaissance CatNat. Et si la commune n'est pas reconnue CatNat, donc les dégâts ne sont pas indemnisés. Et donc, si vous ne faites pas de déclaration au niveau de la mairie, elle, ne peut pas, ou la commune ne peut pas se retourner pour faire une demande de déclaration CatNat. Et le problème, par exemple, c'est si vous avez une grande sécheresse et vous avez tout un quartier qui est fissuré, tous les habitants vont à la mairie, on va avoir un arrêté de CatNat, ils vont être indemnisés. Et si une personne seule vient construire un pavillon complémentaire et à la prochaine sécheresse, c'est le seul qui va être fissuré parce que toutes les autres sont déjà renforcées, et bien s'il est tout seul à se retourner vers la mairie pour aller faire une déclaration, ben, malheureusement, ça va pas permettre de définir un régime CatNat et il devra attendre ben, une autre sécheresse pour pouvoir être indemnisé. Donc ça, il faut connaître un petit peu les procédures, c'est très long et voilà, c'est pas évident. Et donc il faut noter que la publication d'un arrêté CatNat peut prendre plusieurs années. En moyenne, les dossiers amiables en expertise, c'est 5 ans. Donc ça, c'est en amiable. Et si on part en judiciaire, ça va être beaucoup plus long. Et je répète encore une fois, ainsi des fuites de canalisation et évacuation des eaux sont à l'origine des désordres. Donc les derniers ne seront pas indemnisés dans le cadre du RGA. Il convient donc de vérifier régulièrement leurs états. Donc, je termine ma présentation ici. Je laisse la main. Merci beaucoup, Anne. On avait quelques questions. Alors, il y a une question que je propose de poser plutôt après la prochaine présentation qui touche notamment, elle a été montrée avec un arbre qui était à l'origine des dégâts. On pose la question de est-ce que ça veut dire qu'il faut ne pas utiliser des imperméabilisés. On verra, je pense, après la présentation, parce qu'on ça parle aussi des solutions qu'on peut mettre en œuvre. Mais à ce stade, notamment sur la partie études, on a une question, vous pouvez parler d'études géotechniques. On a Alice Bellman de la région Grand Est qui demande si pour définir des sols, pourquoi ne pas aussi parler d'études pédologiques en complément des études géotechniques. Est-ce que vous peut-être en profiter pour préciser aussi ces termes-là pour que tout Une le monde étude comprenne bien. pédologique. Ouais. Je sais pas si Ah, Alice, je ne vous pouvez connais peut-être pas. préciser votre question ou peut-être échanger par écrit. Et sinon, on a aussi une question qui peut aussi concerner Ludovic, si jamais on vous a aussi récupéré, sur quel est l'état de la connaissance sur les territoires de métropole comparé sur la location des argiles à risque. La carte existante, où j'imagine que c'est du BRGM, n'est pas très précise aux échelles urbaines, échelles régionales mobiles. Y a-t-il une remontée géolocalisée des bâtis et une indemnisation sur ce sujet, par exemple? J'en parlerai, mais si ça remarche, si vous m'entendez, Pour je l'instant, c'est reviendrai non. dessus. Sur la cartographie justement qui a été produite depuis, enfin sur les 2 phases de cartographie et la troisième puisqu'il y a une nouvelle carte en consultation et j'y reviendrai sur la présentation si ça refonctionne et si ça marche. Je reprends. Alors je pense que j'en étais aux arrêtés CatNat, c'est ça? Ouais.
Et donc, j'avais fait le constat qu'on avait effectivement une forte accélération sur les dernières années. Alors, à la différence de ce qui vient d'être présenté. Moi, je suis beaucoup plus dans une approche d'exposition du territoire régional. Je descends pas à la maison. Je reviendrai quand même sur ces enjeux de connaissances beaucoup plus fines qui, me semble-t-il, sont aujourd'hui nécessaires pour mieux appréhender aussi des mesures de prévention. Mais je rappelle bien que je suis moi dans une approche là un petit peu globale de diagnostic pour essayer de mettre en évidence un peu les grands enjeux franciliens et à l'échelle de la métropole. Euh, je rappelais juste, alors effectivement, vous avez cette première cartographie des arrêtés CatNat qui montre finalement qu'on a une espèce de bande centrale, donc qui doit certainement correspondre aussi à des enjeux géologiques à l'échelle de France, avec une forte concentration aussi des arrêtés CatNat sur la métropole du Grand Paris. Petit rappel aussi, vous verrez, Paris, il n'y a pas eu d'études euh, de l'aléa retrait-gonflement ou d'études de susceptibilité qui ont été réalisées par le passé. Donc, à chaque fois, Paris ressort, enfin, n'apparaît pas sur les cartographies. Et je voulais juste revenir sur cet aspect des CatNat aussi, c'est que sur la période 2005-2025, on a quand même plus de deux tiers des demandes de reconnaissance d'arrêté CatNat qui sont donc effectuées par les communes, qui n'ont pas été, enfin, deux tiers de non-reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communes finalement à l'échelle du territoire francilien qui font cette demande et qui ne sont pas reconnus CatNat. Alors, il faut savoir que le processus de reconnaissance CatNat RGA est assez complexe. C'est sur de très nombreux indicateurs, à la fois météo et de sol, mais c'est quand même assez prégnant. C'est quand même extrêmement important. On regarde notamment de cette nécessité finalement d'avoir un arrêté CatNat pour pouvoir engager une mesure d'indemnisation des dommages. Et juste la comparaison, effectivement, c'était par rapport aux autres risques naturels, sur la même période, sur les phénomènes d'inondation, on n'a que 5% finalement des demandes de reconnaissance qui ne fonctionnent pas. Donc il y a un vrai différentiel aujourd'hui sur le RGA. Et puis l'autre chiffre, c'était que plus de 120 communes demandeuses sont encore non reconnues en Île-de-France, donc qui ont fait des demandes de reconnaissance des arrêtés CatNat, mais qui n'ont pas été reconnues. À l'inverse, il y a aussi beaucoup de communes qui font des demandes, qui ne sont pas reconnues, qui le sont l'année suivante. Mais en tout cas, il y a plus de 120 communes, dont certaines qui en ont fait plusieurs, qui n'ont pas été reconnues arrêtées CatNat. Si je poursuis un petit peu la présentation, la cartographie d'aléas. Effectivement, au moment pour pouvoir agir en termes de prévention, alors que ce soit à l'échelle individuelle, peut-être une échelle plus globale des territoires, il y a nécessité de connaître le phénomène, de connaître l'exposition. Et les premiers travaux qui ont été menés l'ont été à la fin des années 90 jusqu'en 2010. C'est toute une série de cartes départementales qui ont été élaborées par le BRGM. Donc effectivement, sur différents critères de catégorie des formations argileuses qui ont été classées selon des susceptibilités croissantes de faible, moyenne à forte, des critères de nature lithologique, minéralogique, ça a été très bien expliqué précédemment, pour finalement faire cette carte de susceptibilité. Donc vous voyez le dessin à l'échelle de la région Île-de-France et à l'échelle de la métropole, donc qui distinguait finalement les secteurs en zone de susceptibilité forte ou faible. Et donc à l'époque, on avait quand même très peu de susceptibilité forte, relativement peu aussi de susceptibilité moyenne, et finalement beaucoup de formations argileuses mais qui étaient plutôt qualifiées de susceptibilité faible. Je le disais, on n'a pas non plus de carte de susceptibilité sur Paris. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer sur le fait que la construction sur Paris est quand même très ancienne, qu'il y a beaucoup eu de travaux de déblais, remblais, que les sols ont été très fortement modifiés, qu'il y a beaucoup de niveaux de sous-sol, etc. Je crois que du coup, les pouvoirs publics n'ont pas engagé à ce titre de cartographie sur la ville de Paris, en tout cas sur le département ville de Paris. Aujourd'hui, l'état des lieux, et là, ça renvoie à ce que vous évoquiez au regard de la loi Elan, c'est la nouvelle cartographie qui a été publiée en 2020, qui en fait est le résultat euh, ben, face à l'importance des sinistres et aussi en se rendant compte de la part des assurances qu'un certain nombre des sinistres qu'ils avaient enregistrés ne se trouvaient pas dans les cartographies d'aléas. Donc, il y a eu un choix de réaliser une nouvelle cartographie qui, effectivement, comme vous le disiez, est la carte qui est rattachée à la loi Elan, donc à des obligations réglementaires en termes de construction. Et le principe de cette carte, c'était de croiser la carte de susceptibilité que vous avez vue tout à l'heure avec finalement la carte des sinistres, en tout cas les sinistres qui avaient été enregistrés à l'échelle des départements ou des régions ou plus localement. Et c'est le croisement des deux qui amenait à faire évoluer cette carte que vous avez sous les yeux.
Premier constat, et j'y reviendrai sur la slide suivante, c'est qu'en fait, on a une explosion finalement des zonages d'aléas, enfin d'exposition, je pense aux expositions moyennes à fortes, celles qui renvoient finalement à des dispositions réglementaires. Nous, face à cette explosion à l'échelle de notre territoire, on s'est un petit peu, quand même un petit peu interrogé sur comment avait été constituée cette carte. Alors, on n'a pas eu l'occasion de le faire remonter, enfin, on l'a fait remonter dans certaines instances, mais en tout cas, pas complètement, mais on avait quelques réserves, en tout cas, sur la façon dont a été construite cette carte, dire qu'elle a été faite, elle a été faite sur des indicateurs départementaux. La question de la sinistralité, finalement, a été portée au regard finalement des zones urbanisées, mais en prenant un modèle un référentiel géographique qui était Corridor Cover, que vous devez connaître certainement, donc une échelle du 100 millième, qui permet absolument pas finalement de déterminer notamment les zones d'habitat plus ou moins précises, les zones d'habitat notamment individuelles. Donc il y a un certain nombre d'aspects méthodologiques qui nous font amener, nous en tout cas à l'Institut, un certain nombre de réserves sur cette carte. Pour autant, elle fait aujourd'hui foi et c'est celle qui doit être mise en œuvre aujourd'hui dans les réflexions réglementaires et portées à connaissance. Mais elle nous pose quand même quelques questions. Et par exemple, sur un territoire aussi urbanisé que la région Île-de-France, mais aussi sur un territoire comme par exemple la Seine-et-Marne, on s'est rendu compte que, par exemple, 90% des zones qui avaient évolué, souvent du faible vers moyen ou moyen vers fort, étaient des zones qui n'étaient pas urbanisées. Donc, même sur la conception de la carte, ça nous interroge un petit peu. Et c'est aussi le fait qu'on ait pris un taux d'urbanisation plutôt qu'une référence au parc de logement, par exemple, et qu'un sinistre, finalement, pour 100 logements équivaut à un sinistre pour 1000 logements. Et finalement, on n'est pas certain que ça rende tout à fait compte, finalement, euh, de la vulnérabilité, en tout cas de l'exposition du territoire. Euh, Ces précisions au-delà de ça. Juste pour info, il y a une nouvelle carte qui vient d'être publiée et qui fait référence aussi à la sinistralité très importante survenue ces dernières années. Et donc, il y a aujourd'hui, depuis le 20 novembre 2025, une nouvelle carte qui est en consultation auprès du public, qui a vocation à remplacer la précédente, notamment au regard de la loi Elan, mais qui se traduit une nouvelle fois par une augmentation des zones d'exposition moyenne à forte à l'échelle du territoire national. C'est pas négligeable. Et surtout, pour nous, il va falloir continuer à analyser finalement l'effet de cette nouvelle cartographie éventuelle. Mais en tout cas, au-delà de l'exposition plus importante du territoire national, on n'a pas encore les chiffres à l'échelle régionale, c'est aussi une augmentation finalement des enjeux exposés, puisque avec la cartographie 2020, on était plutôt sur 10 millions un peu plus de 10 millions de maisons individuelles potentiellement exposées dans ces zones moyennes à fortes. Et aujourd'hui, selon cette nouvelle cartographie, en tout cas annoncée par le ministère tout récemment, le volume de maisons dépasserait les 12 millions. Donc, on a encore une augmentation finalement des enjeux de maisons individuelles potentiellement exposées. Et effectivement, si ça se traduit aujourd'hui, cette évolution finalement à l'échelle du territoire se traduit par des évolutions très très significatives. Et là, vous avez la comparaison par département et sur le graphique en bas finalement des deux cartographies, une cartographie qui était plutôt l'aléa géologique et puis finalement la traduction en croisant la sinistralité, mais pour montrer notamment les très très fortes évolutions à l'échelle du territoire de ces zones d'exposition, puisque quasiment les trois départements de la petite couronne, donc qui couvrent très largement évidemment la MGP, se trouvent aujourd'hui dans des zones d'aléas, enfin d'exposition moyenne à forte, donc avec des fortes, enfin, avec des enjeux et une réglementation qui vient s'appliquer notamment sur toutes les nouvelles constructions. Mais ça a été, à travers cette carte, une évolution très très significative finalement de l'exposition de notre territoire. Alors on peut le comprendre, au regard de l'importance des enjeux et de la nécessité absolument de prévoir et d'anticiper finalement la question de ce retrait-gonflement, la nécessité de faire des études, mais force est de constater qu'on a quand même aujourd'hui une très très forte évolution sur notre territoire à la fois francilien et bien sûr sur celui de la métropole du Grand Paris. Un petit mot aussi sur l'exposition du parc de logement à l'échelle de la région de France. Toujours maisons individuelles, c'est 85%, enfin 84% aujourd'hui des maisons individuelles qui sont en zone d'exposition forte à moyenne à forte à l'échelle du territoire francilien. C'est 92%, donc un peu plus de 386 000 logements sur le territoire de la MGP. Donc on est sur des chiffres tout à fait importants. Et puis, si on regarde les maisons de plein pied qui ont été longtemps considérées, alors effectivement, on regarde des évolutions, de ces évolutions aussi des événements climatiques et puis du retour d'expérience. On a peut-être aujourd'hui des biens, des nouveaux biens qui sont touchés, des maisons anciennes, des nouvelles typologies de logements, même d'habitat ou de construction, même si au regard, enfin semble-t-il, dans les retours d'expérience un petit peu des assurances, ça reste quand même la maison individuelle qui est quand même très très fortement concernée.
Si on prenait juste les maisons de plein pied à l'échelle de notre territoire, vous avez ici les statistiques, c'est un petit peu plus de 356 000 logements à l'échelle de la région Île-de-France et un peu plus de 103 000 à l'échelle de la MGP. Donc, c'est des chiffres tout à fait importants. Ce qui pose une question, évidemment, on peut penser que d'un côté, mais c'est 10 millions de logements à l'échelle nationale, c'est plus d'un million de logements à l'échelle francilienne. Est-ce qu'ils sont tous concernés? Il faut espérer que non, mais ce qui suppose aussi peut-être d'avoir aujourd'hui une meilleure caractérisation finalement des sinistres. Euh, on a beaucoup de données. La question de la sinistralité, pour pouvoir aussi la reporter finalement, avoir une meilleure connaissance à l'échelle des tissus urbains, reste encore difficile. Dire que quelle est la maison type? Est-ce que c'est des maisons post-75? Ça a été un chiffre qui a été annoncé par exemple par la mission risque naturel. C'est plutôt des maisons récentes. Pour autant, ben, si on fait le comparatif un petit peu à l'échelle de la région Île-de-France, la moitié du parc francilien est post-75 pour les maisons individuelles. Donc, est-ce que c'est suffisamment significatif? Quelles sont finalement les caractéristiques des maisons pour avoir une approche un petit peu plus prospective ou en tout cas un petit peu plus préventive? Il faut absolument affiner finalement cette question de la connaissance de la sinistralité pour mieux évaluer les typologies de bâtis qui ont été sinistrés pour pouvoir avoir une vision peut-être un petit peu plus globale. Un petit rappel aussi sur la perspective finalement liée au changement climatique. Je vous annonçais tout à l'heure où je présentais que c'était 71 millions par an en moyenne sur la période 95-2019 et 28 millions à l'échelle de la MGP. À l'horizon 2050, aujourd'hui, ça c'est les travaux de prospective de la CCR, la perte moyenne annuelle à l'échelle de la région, ce serait 138 millions, donc c'est un quasi-doublement finalement du coût des dommages, et c'est plus qu'un doublement à l'échelle de la MGP. Donc on s'attend aujourd'hui avec les effets du changement climatique, avec l'occurrence, la fréquence plus importante des événements canicules, leur durée, et notamment leur intensité, à finalement augmenter très fortement les dommages aujourd'hui, enfin dans les 30 prochaines années en tout cas, ou les 20 prochaines années à l'échelle du territoire francilien. Et puis, pour peut-être réfléchir aussi, et ça a déjà été un petit peu abordé à travers la présentation précédente et j'imagine celle d'après, il faut réduire la vulnérabilité aujourd'hui, notamment sur l'existence et comment mettre aujourd'hui en œuvre des mesures de prévention. Donc ça, c'est le travail, j'imagine, qui va être présenté dans quelques minutes par le CEREMA. Mais si je suis dans une approche un petit peu plus globale aussi d'aménagement et d'urbanisme, puisque c'est un peu notre rôle, c'est comment porter un peu mieux cette question aujourd'hui du RGA dans les documents d'urbanisme au titre des portées à connaissance de l'information, notamment dans les SCOT, dans les PLU, mais c'est aussi sensibiliser tous les acteurs et notamment la population, le citoyen sur ces événements-là, sur la connaissance du risque pour qu'ils puissent mieux l'appréhender. Vous avez évoqué tout à l'heure des questions sur la végétation, mais on sait par exemple que couper un arbre, même pour un habitant, un vieil arbre, c'est toujours extrêmement compliqué. Et en même temps, on est sur des éléments de canicule, donc il y a aussi des enjeux de biodiversité. Il y a aussi des enjeux peut-être en période de canicule, on a aussi besoin d'ombrage, voilà. Donc, la question n'est peut-être pas aussi simple que ça. En tout cas, c'est comment le porter, comment le faire accepter, peut-être par les populations. Et puis, j'y reviens parce que je l'ai évoqué tout à fait précédemment, mais c'est vraiment orienté, avoir une connaissance fine de la sinistralité de notre territoire aujourd'hui, connaître un petit peu les secteurs, alors à l'échelle de la région de France, des communes, peut-être de certains tissus urbains, où finalement on enregistre de façon plus importante que sur des territoires voisins, finalement, ces phénomènes de rétrégonflement, ces maisons et ces dommages, pour pouvoir prévenir évidemment peut-être à l'échelle d'un quartier ou d'un ensemble pavillonnaire, les maisons voisines, mais aussi pour pouvoir engager des réflexions. Aujourd'hui, je pense qu'un des gros enjeux pour nous, et peut-être pour vous, pour les collectivités, c'est en tout cas de faire remonter cette sinistralité pour améliorer la connaissance à l'échelle de notre territoire. Et voilà, je voulais finir sur cet événement-là. J'espère que vous avez entendu que ça a été Oui, c'était parfait, là. On a bien entendu, merci. Je vais passer la parole au Céréma. On avait quelques questions quand on dans l'onglet QR. Je vous invite à répondre par écrit. Euh, alors donc j'ai bien suivi les deux premières présentations. Il peut y avoir des éléments déjà dits, je vais pas repasser dessus. Mais l'objectif de cette présentation, c'est d'abord commencer par quelques sujets d'actualité. On a beaucoup parlé de la carte d'exposition RGA, donc il y a une actualité associée à cette cartographie. Le phénomène de RGA, et ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous présenter son évolution dans le contexte du changement climatique, puisque c'est pas le phénomène qu'on découvre aujourd'hui. J'ai oublié de me présenter, je suis Lamine Guillamard, je suis chercheur en mécanique des sols et retrait-gonflement des sols argileux au CEREMA.
Donc aujourd'hui, je fais cette présentation aussi en absence de Laure Arnaud qui devait faire cette présentation. Et troisième point, impact et conséquences de la sécheresse sur les maisons. Aussi sensibiliser sur les facteurs qu'il faudrait prendre en compte dans le cadre de cette problématique. Quel diagnostic, quelles solutions existantes, et puis terminer avec les solutions en cours de développement, projet de recherche. Alors, comme sujet d'actualité, on a parlé de la carte d'exposition RGA. Donc, la carte d'exposition, avant, c'était une carte de susceptibilité, ça a été dit. Et ensuite, donc, c'est passé, enfin, ça a évolué à une carte d'exposition en associant les données de sinistralité. Et donc, c'est la carte qui était en vigueur depuis 2020. Aujourd'hui, il y a une mise à jour de cette carte qui va bientôt sortir. Une consultation publique a été publiée le 17 novembre dernier. Elle est ouverte jusqu'à début décembre. Je vous ai mis le lien en bas de la slide. Vous pouvez la consulter. Et cette mise à jour, elle montre qu'il y a une augmentation à la fois de la part des sols métropolitains exposés moyennement fortement de 48% qui passe à 55%. Et puis en termes de nombre de logements, jusqu'ici sur le dernier chiffrage du ministère de l'écologie qui était en vigueur, on était à 10,3 millions de logements exposés moyennement fortement. Et là, avec cette nouvelle mise à jour, on passerait à 12,1 millions de logements, ce qui représente 61,5%. Donc ça, c'est important à signaler aussi. Cette évolution, en fait, elle prend en compte, ce qui est de nouveau, c'est qu'elle prend en compte la sinistralité de 2019 jusqu'en 2022. Et comme vous le savez, 2022 est une sécheresse record en France. C'est la sécheresse référente désormais, donc après celle de 2003, avec un coût de plus de 3,5 milliards d'euros pour le régime CatNat. Et donc ça fait que on s'attendait déjà à cette augmentation-là. Et donc les projections dans les années à venir, c'est que on va que dans cette perspective d'augmentation. Il n'y a pas de retour en arrière. Par exemple, ici, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des zones qualifiées en faibles, qui vont passer en moyenne, des zones moyennes qui vont passer en fort, mais il n'y a pas de retour en arrière. Donc, on voit que la dynamique, elle est plutôt dans l'expansion de l'exposition. Ensuite, toujours en termes d'actualité, il y a deux nouvelles actualités. Donc, il y a le guide national sur la prévention RGA qui a été rédigé par le CEREMA et le CSTB qui a été publié, avec donc un flyer aussi sur le retrait-gonflement, comment protéger sa maison. Ce guide accompagne une nouvelle démarche qui est une première en France, qui est la création d'un fonds prévention argile et qui va être expérimenté dans 11 départements qui sont listés ici donc qui est soumis à des conditions d'éligibilité. Donc, si vous suivez ce lien, vous aurez plus d'informations à la fois pour télécharger le guide. On parle aujourd'hui de solutions de prévention. Et dans ce guide, vous trouverez toutes les solutions, à la fois des solutions horizontales, mais solutions verticales qui sont listées pour faire de la prévention, y compris dans l'existant, sur l'existant surtout. Et donc, comme ce fonds de prévention incite aussi à faire de la prévention RGA, il va se baser sur ce guide pour réaliser ces travaux dans ces départements sélectionnés pour une première expérimentation en France. Donc, passé ces sujets d'actualité, je vais vous présenter à la fois l'évolution, enfin le phénomène, ça vous a été présenté. Moi, je vais mettre l'accent sur l'évolution, sur l'effet du changement climatique. Donc, on parle de retrait-gonflement des sols argileux. Les argiles, vous les avez vus tout à l'heure. Là, vous avez deux autres exemples, donc la kaolinite et la smectite. C'est juste pour dire que kaolinite, il y a des argiles qui sont peu gonflants, des argiles qui sont très gonflants. Mais aujourd'hui, dans le contexte du changement climatique, ça ne se limite pas que aux argiles très plastiques, les smectites, les morionites, les bentonites. Même les sols qui sont peu argileux aujourd'hui, des limons argileux, des sables argileux, peuvent être aussi sensibles aux variations hydriques et donc à toutes ces sollicitations de sécheresse récurrentes d'année en année. Donc ça, c'est aussi un facteur qu'on constate dans le contexte du changement climatique, mais ça, j'y reviendrai après. Ensuite, sur le phénomène, les deux paramètres importants à connaître, donc ça vous a été dit, teneur en eau, succion, ça va ensemble. La teneur en eau, donc c'est
le niveau de l'eau qu'il y a dans un volume de sol. La succion, c'est une tension, une différence de pression entre deux milieux qui sont l'eau et l'air. Parce que la succion, c'est un paramètre en fait où quand le sol est saturé, elle est égale à zéro. Du moment où on a de l'air qui rentre, donc avec la sécheresse, donc l'eau qui s'évapore, ça laisse place à de l'air. Entre les deux milieux, eau et air, on a une différence de pression, ce qu'on appelle la succion. Et donc on le voit ici, une courbe de rétention d'eau, c'est une relation entre ces deux paramètres-là, la teneur en eau et la succion. Et donc plus la teneur en eau va baisser pendant la période de sécheresse, plus la succion augmente. Et donc ça, on a plus de risque de rupture et donc de fissuration de séchage dans le sol et donc de fragilité. Et à droite, pour illustrer justement les cycles de sécheresse et de précipitation, donc si on part sur à partir d'un échantillon complètement saturé, où il n'y a que deux milieux, les grains, enfin les particules de sol et l'eau, il va subir un séchage, surtout un phénomène de retrait. Donc la différence entre les deux, c'est que le retrait, c'est une déformation, et le séchage, c'est uniquement une perte de massique de l'eau qui s'évapore. Et donc après, jusqu'à une certaine limite qu'on appelle la limite de retrait, et à partir de là, le sol ne se déforme plus. Par contre, le séchage se poursuit parce que l'eau s'évapore. Et ensuite, en retour des précipitations, le gonflement se fait par phase. Donc il y a d'abord une phase primaire et une phase secondaire. L'eau ne va pas tout de suite saturer le sol. Il y a une phase primaire d'infiltration de l'eau dans le sol, et ensuite, donc jusqu'à arriver à la saturation, mais on retrouve pas le niveau initial, donc c'est pas un phénomène réversible. Et ce qu'il faut dire dans le contexte du changement climatique, c'est que ces cycles sont déréglés, deviennent de plus en plus aléatoires. On peut avoir une période de sécheresse plus longue, précoce, qui commence très tôt, au mois de mars, et qui se rallonge jusqu'au mois de novembre, par exemple, qui est le cas de celle de 2025. On peut avoir des périodes de précipitations ponctuelles pendant une période de sécheresse, comme par exemple en 2025, qui sont intenses, et donc qui reviennent d'année en année. Donc ce dérèglement-là fait que la réponse du sol, son comportement change, évolue et devient de plus en plus fragile. Historiquement, ce phénomène, donc dans la littérature, est bien identifié, bien étudié sur les maisons et sur les routes aussi. Donc essentiellement les routes départementales. Mais aujourd'hui, on va voir que ça touche au-delà de ces deux types d'ouvrages qu'on appelle les structures légères. Donc tout à l'heure, il y avait une question qui a été posée sur les bâtiments collectifs. Si on parle de bâtiments de plusieurs étages, ils ont un système de fondation profonde qui les affranchit de ces variations hydriques du sol liées au retrait-gonflement. Donc c'est plutôt des structures légères, fondations superficielles, et donc qui sont sujettes à ce phénomène, comme les routes départementales, avec une structure de chaussée qui est légère aussi, qui subissent ce phénomène, en prenant en compte aussi les facteurs de l'environnement proche, qui sont la végétation et la gestion de l'eau autour de ces ouvrages. Maintenant, on va s'intéresser à la période post-2015, puisque c'est l'année de référence qu'on prend pour prendre en compte l'effet du changement climatique sur ce phénomène. Et parmi ces... un petit mot de rappel, parce qu'il est 15h12, il faudra qu'on continue à 30. Je te laisse en tête pour passer à la solution. Juste un rappel le timing. Alors j'ai très mal entendu, mais je pense qu'il faut faire vite. Oui, c'est ça. La solution, parce qu'il va conclure à 30, donc d'ici un quart d'heure. D'accord. Donc là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de considérer cette évolution post-2015 avec une expansion sur d'autres ouvrages, le ferroviaire, mais aussi les ouvrages en terre, les digues, les barrages, les routes, ça peut même toucher les autoroutes, l'expansion géographique, ça on l'avait dit, la sécheresse au record de 2022, une dessiccation des sols de plus en plus profonde. En termes assurantiels, vous les avez vus, mais la sécheresse devient la première catastrophe naturelle la plus coûteuse sur ces 10 dernières années, donc avec l'année 2015 comme année de référence. Ensuite, donc, dans les projections à horizon 2050, on le voit, tout le territoire France métropolitaine sera concerné, et un coût qui sera triplé, jusqu'à 43 milliards d'euros de coûts assurantiels. En termes de sensibilisation et d'information, vous le voyez, 47% ignorent
le fait que c'est important de s'occuper et de faire de la prévention vis-à-vis du RGA. Seuls 19% des sondés dans cette étude d'opinion qui étaient conscients et qui comptent mettre en place des mesures de prévention. Une expansion géographique, donc la sécheresse s'étend progressivement sur toute la France. Là, vous le voyez ici, avant 2015, donc la carte à gauche, et post-2015, on voit ici que sur les 3 régions de l'Est, on a multiplié par 10 le coût de la sinistralité sécheresse. Ensuite, donc, sécheresse record de 2022 avec un nombre de communes reconnues record. Et puis, on a aussi à droite des départements qui ont été reconnus CatNat en 2022 pour la première fois de l'histoire du régime CatNat, qui sont Côte d'Armor, Finistère et la Corse du Sud. Donc ça, c'est des marqueurs de cette évolution dans le contexte du changement climatique. Troisième point, impact des conséquences de la sécheresse sur les maisons. Donc là, rappeler l'importance des facteurs de l'environnement proche, gestion de l'eau autour de la maison et présence de la végétation. Ces facteurs-là sont plus importants que le phénomène lui-même qui se produit dans le sol. Comme exemple, on peut retrouver par exemple au niveau de la mauvaise gestion des eaux, les trottoirs en gravier pour justement pouvoir circuler autour de la maison qui sont pour moi à éviter parce que c'est des pièges à eau. L'eau s'infiltre préférentiellement davantage à ce niveau-là et donc on a ce qu'on appelle un phénomène de tassement hydromécanique qui se produit et les murs ont tendance à s'enfoncer. On le voit ici pendant l'hiver, il y a des piscines qui se forment au niveau de cette zone-là, à proximité des fondations, donc à éviter. On peut avoir des terrains en pente avec donc un ruissellement qui vient au droit des façades et on retrouve ce phénomène de tassement hydromécanique parce que il n'est pas prévu de capter cette eau et de l'éloigner des fondations. Au contraire, tout s'infiltre et donc le mur a tendance à s'enfoncer. Et là, par exemple, sur cette maison, on le voit ici, il y avait 5 cm d'enfoncement de ce mur qui provoque le déchirement carrément au milieu de la maison. Ensuite aussi, donc important, la prise en charge, le timing de la prise en charge. Plus tôt on prend en charge les fissures qui apparaissent, initialement de l'ordre de millimètres, mieux c'est. Pourquoi? Parce que si on fait rien, vous le voyez ici, cet exemple-là, on est parti d'une fissure de quelques millimètres, on est arrivé à une fissure traversante de plusieurs centimètres avec des étais parce que justement le mur menace de s'effondrer. Donc ça c'est important. Ça, c'est quelques exemples des fissures, mais vous en avez vu pas mal tout à l'heure. Donc, en termes de diagnostic, donc pour l'exposition, il y a le site GeoRisque pour s'informer sur un niveau d'exposition de sa parcelle ou de son logement. Mais de toute façon, la carte va évoluer et donc il y a une nouvelle carte qui va être disponible prochainement. Ensuite, sur le diagnostic, le premier diagnostic à faire, c'est le diagnostic des réseaux. Donc ça, c'est indispensable. On ne peut pas commencer un diagnostic RGA sans un diagnostic des réseaux. Donc à la fois pour voir s'il y a des fuites et aussi, généralement, ces réseaux sont au pied des façades. Et donc s'il y a des travaux de rénovation à faire, le conseil, c'est de les déporter de moins de 1,50 m de distance quand il y a de l'espace pour justement éviter demain les futures fuites ou en tout cas dans le fonctionnement des canalisations qui tomberaient au pied des façades. Tout ce qui est végétation, donc arbres, arbustes. Donc là aujourd'hui, tout ce qui est végétal, donc c'est de la remplacer par une clôture en bois ou métallique. Parce que il faut pas le négliger, les racines même des haies peuvent être sinistrantes sur un terrain argileux. Un terrain en pente, une tranchée drainante pour capter les eaux et idéalement mettre une imperméabilisation autour de la maison. Donc ça, c'est les solutions horizontales. En termes de diagnostic, vous avez des ressources plus anciennes comme le guide de CEBTP de 91, mais vous avez le plus récent de la MRN, Mission Risque Naturel de 2023, qui donne toute la procédure de diagnostic. Mais encore une fois, le premier diagnostic à faire, c'est le diagnostic des réseaux. Ensuite, en termes de solutions existantes, donc on a parlé des solutions horizontales, c'est généralement l'imperméabilisation périmétrique de la maison avec différentes techniques et soit en drainé, soit en non drainé. Donc aujourd'hui, par exemple, dans les projets de recherche qu'on mène, on teste les deux. Donc ça peut être avec des trottoirs en béton, ça peut être des géomembranes, enfin des géomembranes enterrées. Donc ça veut dire ça donne un aspect esthétique plus intéressant. Ça peut être drainé, non drainé, avec soit des drains de surface, soit des tranchées drainantes, si on a des terrains en pente, si on a une épaisseur de l'argile qui est plus importante.
Voilà, donc ça c'est le cas de la gémembrane, elle est plus enterrée, donc côté esthétique, ça conviendrait peut-être mieux pour certains. Et puis donc en termes de largeur, 1 à 1,50 m de large. Là aujourd'hui on teste à 1,50 m de large pour que ça soit efficace, pour que la zone justement à proximité des fondations soit bien protégée hydriquement. Vis-à-vis de la végétation, aujourd'hui, la solution qui existe, c'est les écrans anti-racines. Ça peut être fait avec des géomembranes, avec un écran en béton ou en pale blanche. Ce qu'il faut dire, c'est que les racines des végétaux peuvent aller jusqu'à 5 mètres, voire plus, en fonction de l'essence. Et donc, des écrans, comme c'est recommandé aujourd'hui, des écrans à 2 mètres de profondeur ne vont pas suffire pour reprendre l'action racinaire, parce que les racines peuvent passer en dessous et peuvent causer des dommages même après la mise en place d'écran. Et je termine donc par les solutions de développement. Donc, à l'échelle du CEREMA, on teste et on développe une solution qui s'appelle MAC, maison confortée par humidification, depuis 2016. Donc, on a des retours d'expérience, de résultats satisfaisants aussi en termes de stabilisation des fissures existantes, puisqu'on l'a testé sur des maisons fissurées. Et le principe est simple, on récupère les eaux de pluie pendant la période humide, on les stocke dans des cuves, et pendant la période de sécheresse, on sait exactement quand est-ce qu'il faut apporter cette eau au niveau du sol à proximité des fondations pour éviter le phénomène de retrait, éviter que la maison bouge pendant les périodes de sécheresse. Voilà, donc on travaille sur le développement de cette solution de plusieurs manières, notamment vérifier sa reproductibilité à l'échelle nationale. Donc c'est un projet qu'on mène avec Covea. Donc aujourd'hui on a une dizaine de sites pilotes sur lesquels donc on reproduit la mise en place du dispositif et on l'instrumente pour justement suivre son efficacité, quelle que soit la région, quelle que soit la nature, enfin le type de climat qu'on a à l'échelle de la France métropolitaine, pour vérifier justement que c'est bien reproductible. Ensuite, donc, on a deux projets lauréats suite à l'appel à projet France 2030 sur le RGA, qui est piloté par l'ADEME, le projet César et le projet CFRGA, avec des partenaires comme le BRGM, l'Agence Qualité Construction, la Fédération de l'expertise en assurance Fondasol et l'Université d'Orléans. Donc, le projet César, c'est plus pour instrumenter une cinquantaine de sites, plus de quelques dizaines de sites à l'échelle de la France métropolitaine, avec au niveau des parcelles, avec la présence de bâtiments, avec des stations météo, des capteurs dans le sol pour tout ce qui est déformation et variation de teneur en eau, et au niveau du bâtiment avec des fissuromètres, pour justement demain développer une plateforme qui permet à chacun de consulter en temps réel le niveau de dessiccation au niveau de la France et de faire des projections sur quel sera le niveau de dessiccation en telle ou telle période pour anticiper et faire de la prévention. Ça peut servir aussi à d'autres applications, comme par exemple mieux documenter l'indice qui est pris en compte dans le régime CAPNAT, anticiper les besoins en eau des agriculteurs et anticiper aussi les feux de forêt. Pour le projet CFRGA, il consiste à développer des solutions sur deux volets. Un volet préventif, donc c'est les solutions horizontales qu'on a vues tout à l'heure, qu'on va instrumenter et qu'on va évaluer sur des maisons qui sont exposées aujourd'hui mais qui ne sont pas sinistrées, pour voir leur efficacité en préventif. Et en remédiation, on va développer deux autres solutions qui sont les stabilisations physico-chimiques par ajout de lait de chou dans le sol ou par ajout de sable et de sel pour justement limiter la sensibilité du sol argileux vis-à-vis des variations hydriques. Il y avait des questions liées à la végétalisation, Ouais. et c'est intéressant d'avoir votre point de vue aussi pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut à la fois satisfaire les exigences de désimperméabiliser, de gérer les eaux à la source, euh, tout en n'augmentant pas le risque pour les bâtiments notamment liés au RGA. Ouais. Cette question, elle est vraiment importante parce qu'aujourd'hui, vis-à-vis du changement climatique, on lutte, par exemple, contre les îlots de chaleur par la végétalisation, renaturation, et aussi par la désimperméabilisation. Mais par contre, sur terrain argileux, il faut bien étudier le projet avant et prendre en compte justement les effets du retrait-gonflement. Ça veut dire que dans chaque cas est un cas particulier, chaque maison est un cas particulier, et donc les essences qui seront choisies, les distances vis-à-vis des aménagements, vis-à-vis des bâtiments qui existent, il faudrait les prendre en compte
L'idée, c'est pas d'opposer les deux politiques ou de dire que du moment où on a un terrain argileux, c'est zéro végétation ou zéro désimperméabilisation. Nous, dans les expérimentations qu'on fait, il y a bien des arbres dans la parcelle, hein. C'est juste que il faut bien prendre en compte le risque retrait-gonflement et ses conséquences dans les travaux de renaturation, de désimperméabilisation à faire. On peut pas continuer à faire comme ce qu'on fait, où on a une politique, on la mène sans prendre en compte les autres phénomènes ou les autres problématiques. Très bien. Je vous laisse répondre peut-être aux dernières questions aussi dans l'onglet QR et je donne la parole à Elsa Toussard de la Métropole du Grand Paris pour conclure, pour nous parler aussi des dispositifs que peut engager la métropole sur ce sujet. Oui, merci Marin et bonjour à tous. Je m'appelle Elsa Touza, je suis chargée de mission adaptation au changement climatique à la métropole du Grand Paris et je vais vous parler un petit peu de ce que la métropole met en place pour répondre à cet aléa majeur du retrait-gonflement des argiles. Donc, pour recontextualiser très rapidement, c'est une réflexion qui est menée dans le cadre de la révision du plan climat-air-énergie métropolitain, le PCEM, tel que vous le voyez à l'écran, qui est en cours de finalisation après un premier arrêt du projet cet été, en juillet dernier, qui va être adopté définitivement en février prochain, qui fait l'objet d'une phase de concertation avec les acteurs du territoire. Vous avez des informations à l'écran et si vous êtes une collectivité métropolitaine, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour participer à ces temps d'échange. Il reste un temps de concertation le 2 décembre sur les énergies renouvelables. Je passe très rapidement à la suite pour parler du sujet principal. Donc, dans le cadre de cette révision, la stratégie d'adaptation de la métropole a été grandement renforcée par rapport au document précédent, qui ne comportait que quelques actions, avec désormais plusieurs dizaines de mesures alimentées par des objectifs sectoriels, des indicateurs chiffrés à horizon 2050 et 2100 et une réponse renforcée sur le retrait-gonflement des argiles suite au diagnostic qui a été réalisé par l'Institut Paris-Région et très bien présenté par Ludovic Fêtre. Donc, en réponse à l'évolution de l'indemnisation et à la répartition très importante de cet aléa, enfin de l'exposition de cet aléa sur le territoire, l'ambition de la métropole est de proposer un nouvel accompagnement technique aux communes et aux EPT métropolitains à horizon 2026, qui sera assuré par le CEREMA Île-de-France et qui est structuré autour de 3 missions qui font d'ailleurs assez largement écho aux enjeux qui ont été cités par Ludovic. Donc, en premier lieu, intégrer des préconisations renforcées au sein des documents d'urbanisme et en premier lieu, le SCOT métropolitain, le schéma de cohérence territoriale, pour mieux prévenir et remédier à l'aléa. Donc, une fois ces préconisations élaborées en lien avec le CEREMA, il y aura toute une phase d'échange auprès des référents PALUI des EPT pour confronter ces préconisations et donc notamment les enjeux dont on vient de discuter de conciliation entre les stratégies de végétalisation et celles de prévention du RGA avec les réalités du terrain pour améliorer et ajuster au mieux ces préconisations et accompagner leur déclinaison au sein des documents locaux. Une seconde phase et une seconde mission qui sera portée dans le cadre de cet accompagnement et la formation des acteurs territoriaux aux enjeux du RGA. Donc, ce webinaire est une première pierre à l'édifice, mais il y a encore beaucoup à faire sur un aléa qui est largement méconnu comparé aux autres aléas climatiques. Donc, ce seront des formations à destination des agents des communes et des EPT, mais également les conseillers des agences locales de l'énergie et du climat qui conseillent la rénovation du parc résidentiel, les aménageurs, les bailleurs et tout autre acteur clé de l'aménagement et de la rénovation du patrimoine bâti. Et pour terminer, on aimerait expérimenter la réalisation de diagnostics de vulnérabilité à l'échelle des communes, avec donc en premier lieu la réalisation pour un petit échantillon de communes métropolitaines de diagnostics d'exposition de la commune à l'aléa, avec un focus pour le coup sur le parc bâti communal, donc les bâtiments publics qui, comme on l'a vu, sont moins majoritairement concernés que les maisons individuelles, puisque ce sont pour beaucoup de communes des bâtiments plus élevés, mais pour certaines communes plus excentrées de la métropole du Grand Paris, on a des maisons de R0, R+1, donc qui pourraient être concernées par cet aléa. Et l'enjeu va être de venir identifier
quels sont les périmètres d'intervention prioritaires et venir fournir des préconisations pour prévenir ou remédier à l'aléa par typologie de bâtiment. Et une seconde phase de ces diagnostics serait d'expérimenter des diagnostics techniques plus poussés, approfondis sur des bâtiments sinistrés, avec la réalisation d'investigations des réseaux, études des sols et identification des facteurs sinistrants ou des solutions opérationnelles à mettre en place pour remédier à l'aléa. Voilà très rapidement la structuration de cet accompagnement qui a vocation à être lancé en 2026. Si vous êtes une commune ou un EPT, je vous invite à mettre ce sujet du RG à l'ordre du jour de vos échanges entre collectivités et à venir vers nous pour en discuter et nous faire remonter vos réflexions sur le sujet. Donc l'état d'intégration de l'enjeu au sein de vos documents d'urbanisme, le repérage des sinistres sur vos bâtiments ou sur le parc résidentiel ou toute autre informations pertinentes. Et n'hésitez pas si vous avez des réactions ou des questions sur cet enjeu. Vous avez le lien de contact à l'écran et dans le support qui vous sera transmis. Merci. Merci beaucoup Elsa. Donc, on n'a pas eu de questions pour l'instant, mais ouais, on partagera bien le contact dans le mail post-événement si vous voulez en savoir plus. Voilà qui conclut. On a réussi à répondre à toutes les questions dans le chat, je vois. Donc merci beaucoup à nos intervenants pour leurs interventions et donc pour toutes leurs réponses. La suite, donc vous recevrez donc par mail les présentations et également le replay de ce webinaire. Si vous voulez suivre nos prochains événements, je vous invite aussi, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la newsletter Adaptaville. On a des événements qui arrivent, notamment pour le prochain atelier sur les solutions de protection solaire sur les bâtiments pour faire face à la chaleur. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt lors de prochains événements et merci encore à nos intervenants pour ces échanges très riches.